Notre carnet de politique américaine pour faire le bilan d'une grosse semaine aux États-Unis avec l'expert en politique américaine Raphaël Jacob et le correspondant de Radio-Canada à Washington, Frédéric Arnould. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Julie. Bien évidemment, ce qui a marqué la semaine, c'est de voir un président de Chambre qui est destitué et que l'initiative part de sa propre équipe. Il faut dire quand même, Raphaël, je vais commencer avec vous, ça provenait de l'aile radicale, à tel point, parfois, on regarde le Parti républicain puis on a l'impression que c'est deux partis. Ce sont plusieurs partis complètement entredéchirés présentement et c'est une suite, je vous dirais, logique et malsaine pour ce parti-là lorsqu'on garde une ligne de temps qui est moindrement plus longue. L'ironie, peut-être, si la semaine prochaine, il n'y a aucune garantie, là, mais si la Chambre devait élire comme nouveau président un certain Jim Jordan, qui est un élu de l'Ohio, où ça serait profondément ironique, c'est que M. Jordan, il y a moins d'une décennie, était un des membres, et on le voit présentement à l'écran, était un des membres qui avait contribué à éjecter le président de l'époque. C'était pas, je dirais, un vote qu'on avait eu comme cette semaine, mais il y avait eu tellement de pression de l'aile plus à droite, de l'aile plus populiste, que John Boehner, qui à ce moment-là était le président de la Chambre, avait senti le besoin de démissionner. Et là, le caucus de 2023 se tournerait peut-être vers ce type-là, qui était une sorte d'insurgé et qui, là, serait l'espèce d'option, si on veut, de rechange pour unir ou essayer d'unir un parti, encore une fois, qui est complètement fracturé. J'ajoute aussi rapidement, imaginez la dose, la quantité de bisbilles qu'il y a présentement dans un contexte où c'est pas simplement l'aile plus à droite, plus radicale, plus populiste qui a eu la peau, d'un point de vue, là, évidemment, figuré de M. McCarthy cette semaine. C'est une alliance entre cette aile-là et la totalité des élus démocrates contre les souhaits de plus de 95 du caucus républicain qui, eux, ont voté pour maintenir M. McCarthy en poste aujourd'hui. Donc, encore une fois, beaucoup de fractures, beaucoup de doutes à savoir si ça peut être pensé par un seul homme. Pourquoi ça n'a pas passé? Pourquoi ils l'ont éjecté, Frédéric? Bien, en fait, M. McCarthy était vraiment l'architecte de son propre malheur. Il y avait un petit côté maso quand même, parce que c'est quelqu'un qui a courtisé justement cette frange de l'extrême droite en disant, bien, écoutez, si jamais vous n'aimez pas ce que je fais, bien, vous aurez toujours l'occasion d'appuyer sur le fameux bouton éjectable. Et ce qui est arrivé, dans le fond, à peu près 9 mois après sa nomination, après 15 tours de scrutin, finalement, il se retrouve dans cette position-là. Alors, c'est sûr que là, quand il s'est fait éjecter, il a reconnu que, bien là, c'est comment on est capable de gouverner si on a 95% des gens qui sont en faveur de vous, mais qu'il y en a 8 qui viennent, dans le fond, décider le contraire. Mais oui, mais c'est lui-même qui a choisi cette formule-là. Donc, à un moment donné, il récolte un peu ce qu'il a semé. Et c'est vrai que, bon, M. Jordan est le favori de Donald Trump dans cette course-là pour l'obtention du poste de président de la Chambre. Mais c'est bien beau d'être le candidat républicain, mais après, il faut se faire élire. Il faut quand même 218 votes. Et là-dessus, rien n'est moins sûr qu'il pourra les avoir, en tout cas certainement pas à un premier tour éventuel. Bon, concernant M. McCarthy, avant qu'on entre en ondes, il y avait une information sur CNN qui parlait de son éventuelle démission. Il semble qu'il y ait nié, là. Alors, ça bouge beaucoup, là, Raphaël. Ça bouge beaucoup. Et c'est sûr que typiquement, lorsqu'un président quitte ses fonctions à titre de président de la Chambre, normalement, soit il ne brigue pas un deuxième mandat ou dans certains cas même, il démissionne avant la fin même de son mandat. Nancy Pelosi est une exception, je vous dirais, vraiment digne de mention du côté démocrate, perdu son poste de président de la Chambre, n'est plus leader du caucus et non seulement elle est encore en poste, mais a annoncé qu'elle allait se représenter. M. McCarthy semble souffler dans le même sens, là, aurait nié en bloc qu'il voulait quitter ses fonctions de représentant, se représenterait potentiellement à nouveau en 2024. Voici où ça peut être potentiellement important, ne serait-ce que dans le court terme, Julie, c'est que la majorité républicaine, justement, elle est si courte. Oui. Elle est tellement courte à la Chambre que si on a ne serait-ce qu'un membre qui démissionne, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'élection spéciale et pas d'élection partielle pour combler ce siège-là, bien, la majorité devient encore plus courte et peu importe qui accède à la présidence de la Chambre a un travail encore plus difficile devant lui. Bon. Alors, on verra la suite. Est-ce qu'il démissionne, il ne démissionne pas? Pour l'instant, il nie cette information. Là, parlons de la succession. Vous avez parlé de Jim Jordan. Il y en a un deuxième aussi là, qui se présente. Mais la rumeur la plus hallucinante, je dirais, c'est que Donald Trump lui-même peut s'occuper de cette fonction-là. Lui-même en a parlé. Il a été, vous savez, les plus droites de la droite. Là, on dit, oh mon Dieu, quelle merveilleuse idée. On aurait une chambre MAGA, c'est formidable. Frédéric, est-ce que c'est possible? Mais tout est possible. D'abord parce qu'un président de la Chambre n'est pas obligatoirement, il ne doit pas obligatoirement être un élu de la Chambre. Alors, c'est vrai que historiquement, ça a toujours été des présidents qui ont été élus par la Chambre, mais il n'y a rien qui justifie dans la Constitution américaine qu'effectivement, la personne doit absolument faire partie du Congrès. Donc, c'est une espèce
d'options qu'il a laissé un peu flotter dans les airs en disant Oui. qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont appelé. Bon, on connaît un petit peu Ben oui, c'est son la discours. tendance Tout le à monde m'aime, tout le l'enflure. monde Oui, oui. m'appelle, là, voilà. Exactement. Sauf que oui, là, il se proposait peut-être même d'être un espèce de président temporaire, le temps que justement les républicains se mettent d'accord sur un candidat et qu'ensuite ce candidat soit potentiellement élu. Écoutez, M. Trump aime faire parler de lui. On ne voit pas en quoi ça diffère, cette histoire. C'est du Trump, ce serait possible, mais imaginez un petit peu les débats, que ce soit sur la paralysie gouvernementale, sur le relèvement du plafond de la dette. Je veux dire, on Non, atteindrait mais il des reste sommets candidat à la incroyables. présidentielle. C'est tout ça. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est complètement hallucinant, Raphaël, vous entendre là-dessus. Est-ce que la Constitution permet quelque chose comme ça? Comme Frédéric l'a mentionné il y a un instant, la Constitution est très floue, donc elle ne l'interdit pas. Donc on présume qu'elle pourrait le permettre, même si, encore une fois, ça n'a jamais vraiment été testé. En fait, ça a été testé dans la mesure où, au tout début de l'année, lorsque M. McCarthy, justement, avait eu besoin de 15 tours là, pour accéder à la présidence de la Chambre, Matt Gaetz, le représentant de la Floride, qui a été l'instigateur, je Oui. dirais, en chef du départ de M. McCarthy, avait placé le nom de M. Trump en nomination. Et M. Trump avait reçu un grand total d'un vote à la Chambre, c'était celui de M. Gaetz. Et sur le coup, de ce qu'on en comprend, en coulisses, Donald Trump semblait être potentiellement intéressé. Et là, je parle de janvier de cette année, dans l'obtention du poste, mais après avoir vu qu'il avait aussi peu d'appui que ça parmi les élus, il trouvait ça plus embarrassant qu'autre chose. Il aurait lui-même demandé qu'on retire son nom de la course. Est-ce que c'est ça qui va se produire cette fois-ci? On verra. Mais de ce qu'on en comprend, là aussi, il y a un autre élu, au moins un autre élu républicain qui voudrait choisir M. Trump. Donc, Oui. c'est à suivre. Mais la semaine oublions prochaine. pas aussi qu'il y a des accusations contre En lui. plus. Alors là, il y a des experts qui ne s'entendent pas là-dessus, qui disent sur le plan constitutionnel, avoir des accusations, ça ne permettrait pas d'avoir sa candidature comme président de la Chambre. Enfin, c'est bien compliqué, les interprétations de la Constitution aux États-Unis, on le sait. Par contre, là, il y a une autre histoire qui est sortie, et ça aussi, ça soulève toutes sortes de questions. L'affaire des sous-marins nucléaires. Frédéric, c'est quoi cette histoire-là avec Donald Trump? Ben, c'est une histoire qui est sortie chez ABC News et New York Times. Dans le fond, c'est peu de temps après avoir quitté justement ses fonctions de président. Donc, il recevait notamment un milliardaire australien qui est membre d'ailleurs du club de Mar-a-Lago en Floride. Et il a commencé à échanger avec lui sur des informations confidentielles concernant les sous-marins nucléaires américains. Donc, on parle vraiment de choses qui sont assez confidentielles. Mais c'est quand même sensible, là, classifié. c'est sûr. C'est très sensible, c'est très délicat. Et on parlait notamment entre les deux personnes d'échange d'informations en disant que, bon, il y avait voici le nombre d'ogives nucléaires sur tel et tel bateau. Alors, bon, peut-être que ce personnage, ce milliardaire, a décidé d'en parler à d'autres après. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est qu'encore une fois, M. Trump n'a aucune conscience, en fait, de la gravité d'informations parfois qu'il partageait comme ça. C'est pas un hasard, évidemment, que tous ces cartons étaient d'ailleurs à la vue de tous, quasiment dans le petit coin de Mar-a-Lago. Alors, encore une fois, ça vient en rajouter une couche un petit peu sur le côté, les dommages qui sont faits à la réputation de Donald Trump dans ce procès quand même qui va commencer en mai prochain en Floride avec ces fameux documents confidentiels qu'il avait gardés et qui étaient en contravention en fait avec les archives présidentielles, quoi qu'il en dise évidemment comme d'habitude. Mais c'est quand même encore une fois, on a l'impression que c'est toujours de plus en plus gros, mais c'est ça Donald Trump en fait. Mais oui, il y et ce avait n'est aucune qu'un conscience. des procès. Parce que là, il y en a plein d'autres aussi. Alors, l'idée d'avoir essayé de renverser des résultats électoraux et ce qu'on a vu cette semaine, la cause au civil, Raphaël, où il risque énormément parce qu'il risque sa fortune, il risque son entreprise. Et on a vu un Trump très agressif cette semaine, à un point tel que le juge a été obligé de dire, là, vous allez faire attention à ce que vous dites. Je ne vous permets plus de parler de mon personnel en cours. Absolument, très agressif et très présent. Parce que lorsqu'on parle de toutes les autres causes de nature criminelle, d'habitude, c'est de ça dont on parle là, depuis les derniers mois. Dans ce cas-ci, c'est une cause au civil à New York, mais pour laquelle M. Trump a senti le besoin, tout au moins la sagesse, et je le mets entre guillemets, d'être présent. Et non seulement il était présent, il est extrêmement vocal à un point tel où il s'en est pris à répétition à plusieurs des acteurs de ce procès-là, incluant un des membres, plutôt une des membres du personnel du juge. Suite à ça, le juge en question lui a carrément interdit, là, le sommé, de ne plus commenter quoi que ce soit par rapport à son personnel. Et connaissant justement le personnage de Donald Trump, voici comment il a réagi. Moins de 24 heures après avoir reçu cet ordre formel du tribunal, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti publiquement contre qui? Contre la procureure générale de l'État de New York qui avait amené la poursuite en question contre lui. Autrement dit, il est allé jouer là sur la ligne parce que le juge lui avait interdit quoi? De ne pas s'exprimer contre les membres de son personnel. Donc, il s'est exprimé contre une autre actrice extrêmement importante dans ce dossier-là, mais qui techniquement ne se rapporte pas au juge qui est affairé à la cause. Donc, encore une fois, c'est du Donald Trump
tout craché. Bon, on va parler maintenant du président Biden. Là, Frédéric, expliquez-nous ce qui se passe. M. Biden, c'était pas quelqu'un qui était pro-mur là, à la frontière. Pourtant, maintenant, on relance les travaux qui avaient été entamés là, sous Donald Trump. Il a l'air mal pris, il a l'air coincé là-dedans, lui. Ben oui, parce qu'en fait, une des premières décisions de Joe Biden, en tant que président, c'était de mettre fin justement à l'utilisation des fonds d'urgence pour la construction de ce fameux mur que Donald Trump voulait ériger à la frontière avec le Mexique. Alors là, hier, effectivement, on annonce que il y a des fonds qu'il faut utiliser. Et là, c'est vrai que M. Biden était un peu pieds et poings liés avec cet argent-là parce que c'est pas quelque chose qu'il pourrait utiliser pour une autre enveloppe budgétaire. Donc, ce qu'il dit, évidemment, c'est qu'il est coincé, il n'a pas le choix de dépenser ces fonds-là. C'est sûr qu'en même temps, c'est un peu le talon d'Achille, hein, tout ce qui est frontière, immigration pour M. Biden. Alors, peut-être ça va l'aider un petit peu, cette affaire-là, en disant, regardez, finalement, je construis, même si ce n'est pas l'argent avec lequel je voulais faire. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable problème, et ces problèmes-là de la frontière commencent à déborder chez ses collègues démocrates, que sont les gouverneurs et maires de grandes villes comme Chicago, New York et ailleurs, où on voit ces gouverneurs des États du Sud qui sont républicains, qui envoient justement ces migrants-là chez eux. Ça commence à être des bombes vraiment démographiques et socio-économique. Oui. Alors là, pour lui, ça l'aide un peu, mais jusqu'à quel point, on verra. Oui, mais c'est ça, Raphaël, le mot de la fin là-dessus, parce que finalement, il avait l'air coincé, légalement, juridiquement pris avec ça, mais à quelque part, peut-être que ça va lui profiter d'être coincé avec ça sur le plan politique. Oui, dans un sens, Julie, il faut réaliser que s'il avait l'air coincé, M. Biden, c'est qu'il est coincé et que la pression ne venait plus, un petit peu comme Frédéric vient de le mentionner, que du parti adverse, mais de plus en plus de son propre parti. Frédéric mentionnait les villes de New York et de Chicago. Vous savez où se trouvait le maire de New York cette semaine? Au Mexique, en Équateur, est allé jusqu'en Colombie, à 4000 kilomètres de sa ville. Pourquoi? Pour plaider auprès des populations locales de ne pas venir aux États-Unis. Quand on est rendu dans une situation où c'est le maire démocrate de la ville de New York qui sent le besoin de faire ça, c'est que politiquement, à la Maison-Blanche pour M. Biden, c'est un dossier qui est rendu particulièrement explosif. Donc, la construction du mur, il faut l'interpréter dans ce contexte-là. Merci beaucoup pour ce bilan de la semaine à vous deux, Frédéric, Raphaël. Belle fin de semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.